Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, grâce à Auguste, j'ai l'honneur de présenter une session qui se dénomme les bonnes pratiques SQL Server pour SharePoint. Ce sera une session de 30 minutes au grand max et ce sera donc une session assez speed, assez rapide. Mais avant de commencer la session, je vais me présenter en très court. Donc, je m'appelle Gökhan Özifsi, un MVP SharePoint, un vrai combattant de communauté. Je dors quasi 24 sur 24, je travaille 24 sur 24 sur le wiki de Microsoft avec Benoît Gester qui est un autre MVP SharePoint. On est en train d'évangéliser en fait tous les articles sur le wiki en les éditant, en les rajoutant, en supprimant, quoi qu'il en soit, en étant modérateur sur le wiki. Et je suis également le Yammer Creator of the Year, donc même si Microsoft pousse à 100% Yammer, je ne suis toujours pas persuadé de ses capacités. Je m'excuse tout d'abord, je suis belge, donc si votre VM crash, si ma VM crash, si la connexion elle est très lente, c'est parce que je suis belge et je voulais d'abord m'en excuser avec ça. Donc il ne faut pas oublier, je ne suis pas un DBA, vous l'êtes, donc il y aura certainement des choses que vous maîtrisez mieux que moi, très certainement. Aujourd'hui, je vais juste vous expliquer, vous montrer quelques astuces, quelques best practices selon Microsoft pour comment configurer votre SQL pour SharePoint Server 2013. Donc, SharePoint, histoire et conception erronée. L'histoire de SharePoint commence en fait avec 2001 et la toute première version que moi j'ai connue, que je n'ai pas vraiment travaillé avec, c'était SharePoint Portal Server 2003. 3 ans après, un petit buzz, nous voici avec Office SharePoint Server 2007. Bien évidemment avec Performance Point Server 2007 et Office Project Server 2007. Le vrai buzz en fait a commencé avec SharePoint 2010 où tout le monde a commencé à travailler avec parce que c'était vraiment une vraie plateforme où on pouvait travailler avec plusieurs outils de Microsoft même. Avec l'arrivée d'Office Web et Fast Search et en 2013 nous avons ce qu'on appelle le Office Packet pour SharePoint ou SharePoint On-Prem ou SharePoint Online. Et la session d'aujourd'hui, elle se base vraiment, elle se fixe, me dit, sur SharePoint 2013. On va faire des anecdotes vers SharePoint 2007-2010, mais ce sera vraiment plutôt axé sur SharePoint 2013. La première conception erronée de SharePoint, c'est que toute personne qui ne travaille pas avec SharePoint a cette mauvaise idéologie, penser que SharePoint, c'est vraiment le Facebook pour les sociétés. Bah, ceci est totalement faux parce que SharePoint est une plateforme où on peut créer des sites communautaires, où on peut travailler avec des applications, des apps, où on peut synchroniser nos documents offline via le OneDrive for Business, où on peut vraiment customiser nos sites web pour avoir des sites publics, Internet, etc. Donc c'est vraiment plus que juste le fait de retweeter, liker ou partager des photos, c'est vraiment une plateforme collaborative. Souvent aussi, on a tendance à dire que SharePoint, c'est vraiment de l'infra, pure infra, totalement faux. SharePoint, c'est aussi du développement, que ce soit avec du C#, XML, jQuery pour 2010, etc. Pour 2013 également, SharePoint, c'est pas que de l'infrastructure, c'est du développement, c'est du design, c'est de l'architecture, c'est le fait aussi, en tant que power user, de savoir utiliser SharePoint. Le fait de savoir maîtriser l'infrastructure ou le développement ne veut pas certainement dire que vous maîtrisez l'utilisation de SharePoint. Ceci est également valable pour SQL Server. Que ce soit du TLSQL, Link, C#, etc. Vous avez du développement en SQL aussi. C'est pas que de l'infrastructure. SharePoint, ça rend les DBA fous. Pour quelle raison? Quand on configure SharePoint out of the box, quand je dis out of the box, c'est vraiment avec le wizard, les DBA, ils ont tous des 8. Et ça, pour la maintenance, pour gérer vos bases de données, pour tout ce que vous voulez, ça devient très problématique. Également, sur les bases de données de SharePoint, il y a une Don't Touch Policy. Vous ne pouvez pas toucher en tant que DBA vos bases de données. Quand je dis vous ne pouvez pas toucher, c'est vraiment vous ne pouvez pas aller exécuter des scripts sur vos bases de données, vous ne pouvez pas aller insérer un document ou des entrées dans votre base de données. Et comme vous le voyez sur l'image, effectivement, une ferme SharePoint dispose de beaucoup de bases de données. C'est pas une application ou une plateforme avec quelques bases de données, il y a vraiment beaucoup de bases de données. SharePoint, ça fait des choses à sa manière, malheureusement pour les DBA, heureusement pour les administrateurs SharePoint. SharePoint fait des choses à sa manière et on ne sait pas modifier ça, mais on en revient quelques slides après à ce sujet-là.
SharePoint est une plateforme très complexe. C'est pas évident à gérer. Il y a des erreurs du jour au lendemain. Un site qui fonctionnait hier ne peut plus fonctionner demain, et ça reste très très difficile pour troubleshooter. Et chaque mise à jour du SharePoint avec des CU ou des patchs, ça modifie le schéma. Et au plus récent, au plus de bases de données. Donc en fait, c'est les points qu'on va traiter aujourd'hui au fur et à mesure des slides. C'est vraiment ces 5-6 éléments-là qui rendent en fait les DBA fous. Pourquoi? Parce que vous avez trop de manipulation à faire derrière en tant que DBA. Petit peu d'histoire, l'hiérarchie de SharePoint, c'est simple et très compliqué à la fois. Vous avez une ferme qui a plusieurs services applications. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'une ferme SharePoint, une batterie de serveurs peut avoir plusieurs services comme la recherche, comme la metadata, comme user profile, etc. Et chaque service application a sa propre DB. Au fur et à mesure des applications qu'on va installer sur notre ferme SharePoint, sur notre batterie, on va avoir besoin des serveurs. Si je donne un bête exemple, c'est supposez-vous que vous devez indexer et crawler 10 Tera de documents, vous ne pouvez ou vous pouvez difficilement faire ça avec un serveur. Donc, vous allez devoir ajouter des serveurs dans votre ferme SharePoint. Dès qu'on a terminé en fait la couche d'applications et de base de données dans les applications, là on arrive vers les applications web qui eux en fait sont les black box pour vos sites sous SharePoint. Chaque application web a sa base de données de contenu qui eux contiennent à la fois tous des collections de sites, des sites, listes et éléments. Ici, le message capital pour vous, c'est que SharePoint se base sur SQL Server pour tout stocker out of the box. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut rien stocker en dehors des SQL Server, quand je pense au RBS ou au Blob, etc. Mais quand on installe SharePoint, avec du clic, next, finish, voilà, tout est dans SQL Server. Que ce soit les service applications, que ce soit vos sites web, que ce soit vos listes, vos éléments, tout ce qu'il y a dans SharePoint est stocké dans SQL Server, d'où l'importance des SQL Server. Les considérations générales avec SQL pour SharePoint, primordialement, il faut choisir le hardware et bien évidemment pour ça, vous avez donc le processeur, la mémoire ou le disque dur. Pour le processeur, si vous avez une organisation qui a moins de 1000 utilisateurs, vous pouvez choisir pour un 64 bits 4 cœurs. Si votre organisation a entre 1000 et 10 000 utilisateurs, il faut aller vers un 8 cœurs. La mémoire, même si je ne suis pas très d'accord avec les recommandations Microsoft d'avoir que 8 gigas pour le serveur SQL qui a 1000 utilisateurs, il en faut 8 et 16 pour ceux qui sont entre 1000 et 10 000. Disque dur, un grand classique, 80 gigas pour le lecteur de système, donc pour le C. Considération générale. Comme j'ai dit, tout le contenu des sites SharePoint, c'est dans SQL Server. La configuration est dans SQL Server. On peut avoir jusqu'à 32 bases de données ou beaucoup plus, dépendant des applications, des sites web que vous avez. Dans l'organisation où je travaille aujourd'hui, je crois qu'on a dans les 120 bases de données à gérer au niveau SQL. Et il y a 3 types de bases de données. La configuration, le type de contenu et le service application. Si on doit détailler les 3 types de bases de données, la configuration, c'est celle de bases de données qui contiennent en fait toutes les données, les applications web, les sites, les solutions, les packages, les composants, tout le contenu des configurations est là-dedans. Le contenu des sites est également dans une autre base de données, genre les documents du site, les documents d'une liste, les propriétés d'une web part, les données d'une app, ne fût-ce que l'authentification d'AD vers SharePoint comme username, password, c'est dedans aussi. Et le troisième, les services applicatifs, également, eux ont leur propre base de données qui est également stockée sur SQL Server. Bien évidemment, Microsoft ne prend pas en charge les modifications directes dans SQL Server. Quelles sont en fait les bases de données qui sont prises en charge par Microsoft? C'est les bases de données qui sont créées par l'assistant de configuration de SharePoint ou avec PowerShell. Ça c'est la phrase que je venais de dire, je ne comprends pas pourquoi c'est mélangé, mais voilà, comme je disais, Microsoft ne prend pas en charge l'interrogation directe ou de la modification des bases de données. Et également,
Si vous voulez bénéficier du support de Microsoft, et donc si vous n'écrivez pas dans votre base de données, si vous ne modifiez pas le schéma manuellement, etc., et si vous voulez encore bénéficier du support de Microsoft, si vous avez un call chez eux, c'est de bien veiller et bien faire attention à la limitation de la taille et des recommandations de Microsoft. Il faut savoir que une base de données de contenu pour un site SharePoint ne peut dépasser 200 gigas. On peut aller jusqu'à 4 TB, mais c'est vraiment sous certaines conditions. Mais il faut savoir que c'est vraiment pas plus de 200 gigas. C'est vraiment les recommandations, la limitation de la taille, etc. J'ai pas eu l'occasion de travailler avec SQL Server 2014, donc je vous parle un tout petit peu de SQL Server 2012 pour SharePoint 2013. Sous SharePoint, nous avons 3 versions qu'on peut s'acquérir pour notre organisation. Vous avez la SharePoint Foundation, qui est la brique gratuite, mais on ne peut pas faire grand-chose avec. Vous avez, hors la brique Foundation, vous avez la version standard Enterprise, qui sont des versions serveurs, et qui coûtent bien évidemment beaucoup plus d'argent que la version Foundation. Avec la version Foundation, les fonctionnalités BI SQL ne sont pas prises en charge. Vous ne pouvez pas faire ça. Avec SQL 2012, Reporting Services est intégré dans l'administration centrale de SharePoint, ou avec PowerShell, vous avez la possibilité de configurer ceci en 2 clics. En 2010, en SQL Server 2008, avec SharePoint 2010, je précise, vous n'avez pas vraiment cette automatisation pour Reporting Services. Et bien évidemment, l'indéniable, Always On, c'est vraiment les 3 parties que je voulais vous dire avec SQL Server 2012. Et il y a toute autre nouveauté avec SQL Server 2012, mais en 30 minutes, il m'est impossible de tout citer pour vous. Je continue. Donc, c'est un duo exceptionnel, SharePoint et SQL. Enfin, si vous êtes généreux au niveau CPU, si vous êtes généreux au niveau Random Access Memory, donc la mémoire, et avec le disque. Si vous êtes assez généreux avec ça, ben SharePoint et SQL, je suis quasi persuadé, si vous suivez la recommandation de Microsoft, il n'y aura aucun problème. Et il faut très certainement pas oublier la couche 8, la couche ICC, interlocuteur chaise clavier, qui est le DBA ou l'administrateur SharePoint, qui ne va pas faire d'énormes boulettes pour faire cracher l'SQL ou SharePoint. Un tout petit récap de l'introduction, vous voyez une ferme classique SharePoint avec plusieurs serveurs applicatifs, avec un index serveur, etc. Mais ce que je veux vraiment vous pointer là-dessus, c'est que vous voyez que SQL Server, c'est vraiment le cœur de votre ferme SharePoint. Il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà contredit pour ça, mais pour moi et personnellement, je trouve que SQL Server, c'est vraiment le cœur, c'est le centre pour votre ferme SharePoint. Et si vous avez des problèmes de latence au niveau SQL, si votre SQL ne répond pas très bien, si votre SQL est down tout court, votre ferme SharePoint peut avoir des majeurs problèmes. Donc, les bases de SQL Server, ça fait que votre SharePoint doit fonctionner convenablement avec ça. La préinstallation, selon Microsoft, avant l'installation, il faut se décider sur l'édition, que ce soit pour SQL Server ou pour SharePoint. Il faut se décider sur quelle version j'y vais au niveau SharePoint. Il se peut que votre business vous dise, écoute, je veux juste une liste où je peux stocker des photos. Il ne sert pas à grand chose d'aller acheter une version serveur, mais il faut acheter une version ou acquérir la version Foundation. Il faut se décider au niveau hardware, à vérifier avec votre infrastructure spécialiste dans l'organisation. Vérifiez quel service applicatif que vous avez besoin dépendant encore une fois du business. Le business est maître là-dedans et c'est à eux de vous communiquer en tant qu'administrateur SharePoint, de dire voilà, il me faut ça, ça et ça. Et l'administrateur SharePoint doit communiquer quelle infrastructure SQL il a besoin pour son infrastructure. Comme j'aime bien dire, il faut au minimum 2 instances et au minimum 2 fermes, car si vous n'avez pas d'environnement de dev ou de qualification, vous n'avez tout simplement pas de production. Si vous faites des modifications directes en prod, que ce soit sur SQL ou sur SharePoint, et au moindre erreur, c'est la catastrophe, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et il faut très certainement arrêter avec l'idéologie de Next Finish. C'est typiquement ça qui crée pour vous les DBA, les 8 au niveau des bases de données sous SharePoint. Il faut scripter, automatiser avec PowerShell, avec ce que vous voulez au plus possible, que ce soit pour SQL ou que ce soit pour SharePoint.
Ce que vous pouvez choisir pour SharePoint 2013, les éditions supportées sont les versions Express, Standard, Enterprise et Data Center. Et vous avez 3 SQL Server, 3 versions d'SQL Server qui sont compatibles au jour d'aujourd'hui avec SharePoint 2013. Vous avez le SQL Server 2008, SQL Server 2012, SQL Server 2014, tout en sachant que tout doit être en 64 bits. La connexion vers ShareQL, je mets ShareQL parce que j'ai 1 ou 2 slides qui viennent directement des présentations de mes compatriotes Serge, Lucas et Isabelle Campenhout. La connexion vers SQL via SharePoint ou l'installation, vous voyez ça comme vous voulez, il faut un utilisateur qu'on peut créer au niveau Active Directory qui s'appelle SQL Install. Cet utilisateur-là, il doit avoir des droits spécifiques au niveau SQL Server. Donc, il doit tout d'abord être DB créateur et il doit être Security Admin. Il ne doit pas être sysadmin, il ne doit pas être autre chose. C'est tout simplement ces 2 types de droits qu'il doit avoir au niveau SQL Server. Il doit être administrateur de local et il doit être un compte du domaine, donc pas un compte local. Si vous respectez ces 4 prérequis pour votre utilisateur SQL Install, vous pouvez installer et commencer à configurer votre SQL Server pour SharePoint. Préparation de l'instance, quand vous allez à un SQL Server, il faut vraiment faire attention de choisir la bonne collation. Il faut la Latin One General CIIS KSVS pour les bases de données de SharePoint. La collation du serveur ne peut pas être modifiée. Il faut une réinstall complète. Et c'est pas la fin du monde si vous vous oubliez ou vous vous trompez, mais je peux vous assurer que vous allez avoir un certain gain de performance si vous choisissez la bonne collation au niveau SQL Server pour SharePoint. Le max degré of parallelism doit être égal à 1. C'était une recommandation au niveau SharePoint 2010. Le jour d'aujourd'hui, sur SharePoint 2013, c'est un prérequis. Si votre max doc au niveau SQL Server n'est pas mis à 1 mais à 0, là, SharePoint refuse de s'installer. Le fill factor doit être à 80%. Pour SharePoint 2007 et 2010, pour 2013, c'est une d'application. Il faut configurer la mémoire minimum et maximum. Et comment on fait ça? Vous prenez la mémoire physique, la totalité, et vous faites juste fois 0,8. Donc, si votre serveur a 10 Go de mémoire, vous savez que pour SQL Server, vous devez lui allouer maximum 8 Go. Comme ça, les 2 Go restants sont pour l'operating system. Une instance dédicacée pour SharePoint, ça parle pour soi-même. Et SharePoint nécessite seulement Database Engine. Et il ne faut pas installer autre chose pour SharePoint. SharePoint nécessite seulement la Database Engine, pas plus. Et effectivement, si vous utilisez une named instance, n'oubliez pas de démarrer votre SQL Browser ou SQL Agent si nécessaire. Il faut planifier, malheureusement, c'est l'aspect que j'aime moins le faire, mais comme j'ai dit, il y a des limitations au niveau base de données, il y a des limitations au niveau SharePoint, et on ne peut pas mettre 4 Tera de données dans une base de données de contenu. Donc il faut planifier, et Microsoft nous donne une formule qu'on pourrait utiliser pour la planification de nos bases de données. La formule c'est D fois V, donc D est égal à nombre de documents, V est égal à nombre de versions, etc. Si on prend l'exemple sur TechNet, nombre de documents, supposez-vous que c'est à 200 000 et que la taille des documents en moyenne c'est 600 000, et en exécutant en fait la formule tout bêtement comme vous voyez ici-dessous, on peut voir que la taille de ma base de données de contenu va être que 105 Go. Donc à vous en tant que DBA, avec l'aide du SharePoint Admin, de planifier la taille de vos bases de données de contenu pour être sûr que vous n'allez pas être hors support ou que tout simplement que vous ne risquez pas, si vous devez faire de la maintenance sur vos bases de données, que ça prenne trop de temps. Si vous avez une base de données qui fait que 50 Go ou une base qui fait 200 Go, ça peut jouer, tout simplement. L'installation, installer les services nécessaires que pour SQL Server. Respectez les bonnes pratiques selon Microsoft, lisez toute la documentation que vous trouvez, utilisez des comptes dédiés, c'est ce que je viens de dire, configurez très certainement les data et log files, les passes, surtout les chemins du data et log file. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si vous mettez tout sur le C et que votre C, donc votre OS n'est plus disponible, il faut quand même savoir lire les logs pour quelles raisons, quel outil a craché, etc. Et ceci n'est vraiment pas que valable pour SQL, c'est vraiment valable pour tout produit de Microsoft, de modifier l'emplacement par défaut. Ne pas utiliser le Mixed Mode, toujours utiliser une manière d'authentification pour SharePoint. Moi, je préfère éviter le SA et utiliser que le Windows Authentication Model. Configurer l'alerting pour les événements spécifiques à SQL. Bien évidemment, si votre SQL vous remonte des erreurs,
Au niveau SCOM, vous avez les SQL Management Pack, si je ne me trompe pas, configurez-les, installez-les. Et bien évidemment, ne pas oublier les ports, si vous avez un Windows Firewall, 1433 et 1434 qui sont les ports TCP UDP. En image, les services nécessaires, hein, que Database Engine et le Management Tool pour gérer vos bases de données. Des comptes dédiés, hein, vous voyez, on n'utilise pas n'importe quel compte, c'est vraiment que pour SQL. L'authentification Windows est non mixte, hein, sur l'image comme vous voyez. Et bien évidemment, le chemin des logs qui ont été modifiés partout sur les autres disques. Moi, je préfère les mettre sur une autre ferme que j'appelle la log ferme, hein, un serveur qui est dédié pour les logs. Mais bon, ça fait des licences, ça fait des coûts. Pas toute l'organisation peut se permettre ça, mais si c'est déjà sur d'autres disques, ben, ça sera déjà super intéressant. Le volume layout, hein, juste un exemple ici, donc le REST sur le C, le user data sur le D, le setup log file sur le L, hein, c'est des recommandations des best practices à respecter. SharePoint, oui, encore plus de frustration. Je sais, j'ai déjà été chez un client qui était vraiment très ferme à ce sujet-là. Il voulait absolument avoir le create statistics et le update statistics en on sur son SQL Server pour SharePoint. Mais il ne faut pas oublier, SharePoint a sa propre ou à ses propres timer jobs qui exécutent déjà pas mal de tâches et qu'on doit désactiver ces options au niveau SQL. Les create statistics et l'update statistics, ben, ça peut juste ramener des problèmes de performance s'ils sont actifs parce que ça ne sert quand même pas à grand chose parce que SharePoint gère déjà ça à l'intérieur. La modèle database n'est pas utilisé par SharePoint et très certainement si vous utilisez du PowerShell pour la création de votre batterie de serveurs avec votre DBA, mettez-vous d'accord sur quel nom vous allez utiliser au niveau des bases de données. C'est très important parce que si l'administrateur SharePoint utilise des naming conventions que le DBA n'arrive pas à appliquer au niveau de ses scripts pour je ne sais quelle automatisation, ben ça peut créer des problèmes entre équipes, donc mieux vaut se mettre d'accord au niveau naming convention. Impact la création des bases de données, il faut toujours s'assurer que les backups et que les HR et les DR techniques sont opérationnels au niveau SharePoint, s'assurer que les backups fonctionnent correctement et que vous pensez, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas pour l'implémentation dans un an, mais que vous dites j'ai déjà une infrastructure qui est capable d'être HR et DR. C'est aussi simple que ça. Après l'installation, sauvegarder toutes les bases de données fréquemment, et là je dis juste sauvegarder-les. Je ne dis pas encore les tests de restore parce que ça c'est encore tout à fait autre histoire, mais ne fût-ce que si vous n'avez pas les moyens nécessaires dans votre organisation d'acheter des outils de tiers, utilisez les scripts PowerShell qui sont à vos dispositions sur TechNet ou sur Google, hein, il faut juste taper backup PowerShell SharePoint et vous avez 1 million de scripts qui sont utiles pour sauvegarder votre ferme. Les bases de données de contenu sont les plus importants. Effectivement, si votre metadata crash et que vous appelez metadata, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. On peut toujours le recréer. Ça va prendre quelques heures, mais se recréer. Mais si vous perdez les données d'un site web public, votre business ne risque de ne pas être content. Si vous dites que voilà, j'ai perdu des données et on peut revenir qu'à 2 jours ou 1 jour près, ça peut poser problème. Il faut également faire des sauvegardes du système Drive. Hein. Pourquoi? Encore une chance qu'on peut faire des modifications au niveau design avec SharePoint parce que sinon, tout site public au niveau SharePoint, ils auront juste le même look. Et, un exemple, si je peux vous donner, si vous faites du design, tous les templates, tous les fichiers ressources ASPX sont stockés sur le C. Et si vous avez un problème au niveau du C et que vous n'arrivez pas à récupérer vos layouts, vos templates, etc., là, vous avez un très grand souci. Donc, il ne suffit pas de backuper juste les bases de données, il faut également backuper le C Drive. Encore une fois, hein, des exemples pour comment prendre les backups au niveau de vos bases, hein, tout simplement les configurations. Ça peut rester en simple, les bases de données de contenu, effectivement, ça doit être en full. Selon Microsoft, et effectivement c'est une très bonne remarque et une très bonne pratique, il faut utiliser pour SharePoint 2013 des serveurs dédicacés qui n'hébergent pas d'autres applications, pas d'autres bases de données pour d'autres applications. Un serveur qui a que SQL Server 2008 R2 avec SP1 ou SQL Server 2012. Donc un serveur dédicacé que pour ça, rien d'autre.
qu'on doit juste retenir vraiment, hein, je sais 30 minutes c'est pas vraiment beaucoup, mais ce qu'il faut retenir c'est que SharePoint c'est ce que c'est, hein, il ne faut pas essayer de la changer, surtout pas en tant que DB admin, parce que le SharePoint admin va vraiment évangéliser son produit et va vraiment contre-attaquer et ça va vraiment commencer un jeu de ping-pong. Il faut essayer de comprendre SharePoint et travailler avec, hein, malheureusement. Travailler avec vos administrateurs SharePoint, hein, c'est simple, prenez l'exemple sur Isabelle et Serge, ils travaillent parfaitement bien ensemble, il faut vraiment travailler comme ça. Soyez conscient des limites, hein, SharePoint c'est une plateforme qui a quand même pas mal de limites, il faut vraiment être conscient. Sachez ce qui est pris en charge et pas pris en charge. Typiquement, vous ne pouvez pas modifier vos bases de données avec des scripts, vous ne pouvez pas les écrire dedans, etc. Et impliquez-vous quand il y a un projet SharePoint. Hein, il faut vraiment s'impliquer en tant que DB admin parce que l'administrateur SharePoint ne connaît pas aussi bien SQL Server que vous. Les 3 derniers petits points, si je ne me trompe pas, récapitulation encore, n'activez pas la création automatique des statistiques, définissez le max degree of parallélisme pour que les données qui viennent de SharePoint ont qu'un seul processus au niveau SQL et utilisez des alias au niveau utilisez des alias pour faciliter le mouvement et la maintenance au niveau des bases de données. C'est très simple, il suffit juste de créer une entrée DNS et il doit associer l'adresse IP de votre serveur SQL et lui donner un autre nom. Les alias, ça vous permet en fait, quand vous avez une migration ou de la maintenance à faire sur un SQL Server, de déplacer vos fermes d'un SQL vers un autre en juste modifiant DNS et non vers une migration au niveau SQL. Un tout grand merci à Patrick Guimonet, Serge et Isatoma Vochtem. Il y a beaucoup de slides et beaucoup d'articles sur leur blog, etc. sur SQL Server, donc je me suis permis de pas mal de choses qui viennent de chez eux, donc un petit référencement. Et je vous remercie tous de m'avoir écouté. En quelques minutes, j'ai essayé d'expliquer ma vision des choses, de comment je voyais, comment il fallait configurer SQL Server pour SharePoint. Et je vous remercie tous. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Et je vous donne également aussi donc mon Twitter, mon blog et mon Facebook pour rester en contact. Voilà. Voyons voir s'il y a des questions. Jean-Pierre a une question, je vois. Concernant les statistiques, SharePoint les met à jour tout seul. Il y a un timer job, effectivement, qui a sa propre méthodologie pour mettre les statistiques à jour au niveau SharePoint. Donc, au niveau SQL, il ne faut rien prévoir pour cela. SharePoint les fait tout seul. Une deuxième question concernant les backups. Il me semble que dans l'admin SharePoint, il y a une console pour faire des backups. Mythe ou réalité? Bon, effectivement, donc la question de Jean-Pierre, c'est il me semble que dans l'admin SharePoint, donc dans l'administration centrale, il y a une console pour faire des backups. Mythe ou réalité? En fait, c'est les deux. C'est la réalité, il y a une application qui vous permet de faire des backups au niveau de la ferme, au niveau des sites, au niveau des sous-sites, au niveau des listes. C'est la réalité, mais c'est un mythe pour moi parce que j'ai jamais encore réussi à faire fonctionner convenablement les backups que j'ai fait au niveau de l'admin centrale. Bon, quand je dis jamais, c'est un grand mot, mais je préfère personnellement passer par PowerShell ou par un outil 3 tiers parce que dans l'admin centrale, on va souvent vous fournir vous pouvez choisir l'output de votre backup, ce sera souvent un point .back ou point .cmp, mais personnellement, j'ai une préférence à utiliser PowerShell que l'admin console dans SharePoint. Donc c'est la réalité, oui, mais pour moi c'est un mythe, ça n'a quasi jamais fonctionné chez moi. Non, Jean-Pierre. Donc Jean-Pierre qui fait une remarque. Donc SharePoint peut gérer les instructions backup internes SQL. Non, non, pas du tout. SharePoint ne va jamais donc faire de backup au niveau SQL pour vous. SharePoint va juste récolter toute information nécessaire
pour vous et va vous faire un fichier backup.cmp ou backup.back. Et vous pouvez alors utiliser ces backups que via PowerShell. Donc il y a des CMDlet spécifiques à SharePoint, genre backup, SP backup, le site que vous voulez, tirer le pass de votre backup. Et SharePoint va comprendre le package, donc les informations qui sont dans le package, pour faire le restore. Donc c'est pas parce que SharePoint a sa propre méthodologie de faire des backups que ça va automatiquement faire des backups au niveau SQL. Il va juste faire un package que juste SharePoint peut comprendre pour faire le backup et restore. De préférence. La remarque de Jean-Pierre, c'est est-ce qu'il faut faire les deux? Alors, moi, je fais même 3 backups, pour être honnête avec toi. C'est vraiment le backup au niveau PowerShell, pour ma ferme, et je fais aussi également, donc via SQL, les bases de données. Parce que si vous avez un problème au niveau SharePoint, ben moi, je restore alors toute ma ferme ou mon site via les backups PowerShell. Et si j'ai un problème au niveau base de données, je fais mes restores avec les backups d'SQL. Donc, je fais une ségrégation de données au niveau backup.